Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de ce qui semble être une nouvelle crise majeure au Proche-Orient. En décidant de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, Donald Trump reconnaît de fait la ville sainte comme capitale de l'État hébreu. Une annonce symbolique très lourde de conséquences, condamnée unanimement par la communauté internationale et qui a immédiatement provoqué de violentes manifestations. Le Hamas appelle à une nouvelle intifada. Israël y voit de son côté une décision historique. Le président américain joue-t-il avec le feu? Agit-il par ignorance ou par stratégie? Nous poserons toutes ces questions à nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir deux spécialistes en communication, Marie-Virginie Klein à Arnaud Benedetti. Nous reviendrons sur ces hommages rendus aux deux grandes figures qui nous ont quittés cette semaine, Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday. Hommage national pour le premier, hommage populaire pour le second. Un juste équilibre a-t-il été trouvé? Nous en débattrons sur ce plateau. Mais d'abord, cette crise diplomatique internationale provoquée par Donald Trump. Prenant tout le monde de court, le président américain a, lui seul, décidé de déclarer Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour bien comprendre pourquoi cette annonce déchaîne les passions, voyons d'abord en quoi le statut de Jérusalem est un sujet complexe. Solène Nicolas. Donald Trump l'a encore fait. Il a tenu l'une de ses promesses de campagne. Le 45e président des États-Unis a reconnu hier Jérusalem comme capitale d'Israël et a annoncé le transfert de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv dans la ville sainte. Cette décision n'a pas pour but de refléter un écart par rapport à notre ferme engagement qui est de faciliter la conclusion d'un accord de paix durable. Nous voulons un accord qui soit un bon accord pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Donald Trump scelle ainsi une rupture dans la diplomatie américaine qui jouait jusqu'ici un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien. Depuis 22 ans, une loi appelée le Jerusalem Embassy Act prévoit le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Mais à la faveur d'une clause dérogatoire, elle n'avait jusqu'ici jamais été appliquée, les présidents américains la repoussant systématiquement tous les 6 mois. Aux États-Unis, le soutien au président est mitigé. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec cette décision, mais je la soutiens. Je ne sais pas s'il a réfléchi à l'impact que cela aura, mais beaucoup d'entre nous sont inquiets. Jérusalem est au cœur du conflit israélo-palestinien, au cœur d'une bataille de territoire. Les limites actuelles de la ville ont été tracées après la guerre des 6 jours en 1967, mais son statut est aujourd'hui toujours contesté. Si Israël la revendique comme capitale, l'ONU refuse de le reconnaître et aucun État n'y a jusqu'à aujourd'hui établi son ambassade. Et avec nous, pour aller plus loin sur ce sujet complexe, Gilbert Roger, bonsoir. Vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis et président du groupe France-Palestine au Sénat. Serge Aschenberg, bonsoir. Vous êtes président fondateur de Radio J, la radio juive de Paris et de région parisienne. Belig Nabli, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Et Soufiane Al-Sabak, bonsoir. Spécialiste de la politique intérieure américaine et du Parti républicain. Tout le monde se demande si Donald Trump a mesuré l'impact de sa décision. Soufiane Al-Sabak, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un caprice ou une décision mûrement réfléchie de la part de Donald Trump? Écoutez, dans vos propos introductifs, vous avez dit quelque chose de très juste, c'est que Donald Trump a décidé lui seul de cette décision d'établir Jérusalem, de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Et lui seul, c'est très à propos comme expression, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, Donald Trump est seul à la Maison-Blanche. Il s'est totalement coupé de ses conseillers. Il y a très très peu de conseillers qui sont autour de lui. Le département d'État est quasiment vide parce que Rex Tillerson, qui est à sa tête, n'a aucune prise sur son administration. Il y a à peu près 25% des postes de diplomates américains qui sont vacants. Et puis, en sus de tout cela, Donald Trump s'est totalement coupé de sa majorité au Congrès, notamment la majorité républicaine au Sénat, qui a un grand pouvoir de décision sur les affaires de politique étrangère américaine, qui ne veulent plus parler à Trump sur ces sujets. Donc Trump est tout à fait seul, il a pris cette décision seul, et en dépit, en plus de ça, évidemment, de l'avis des différents dirigeants internationaux. Belig Nabli, sauf que tout de même, c'est depuis 1995 que cette décision du Congrès, on l'a entendu dans le sujet de Solène Nicolas, est-ce que finalement ce qui change aujourd'hui, c'est que Donald Trump dit tout haut et fait exactement ce que le Congrès avait déjà décidé en 1995? Au-delà même du Congrès et de la décision effectivement qu'a prise ce Congrès en 1995, il s'agit là d'une promesse qu'avait pris le candidat Trump avant d'être élu et de devenir président. Donc d'une certaine manière, d'un point de vue strictement démocratique, il n'y a pas véritablement
contradiction, il y a au contraire une cohérence qui s'explique aujourd'hui, ou une décision unilatérale qui s'explique aujourd'hui par le fait que Trump n'est pas complètement irrationnel, il se rend compte qu'il est en situation de faiblesse, y compris dans le champ politique intérieur, et qu'il essaye de remobiliser son propre électorat, qui est constitué en particulier de ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, des fondamentalistes évangélistes, qui ont une conception très particulière, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais qui ont soutenu Trump pendant sa campagne et qui sont encore derrière lui. Donc il y a là une décision qu'il a peut-être d'abord conçue comme une décision de politique intérieure plutôt qu'une décision de politique internationale. Serge Aschenberg, comment vous percevez cette décision? Est-ce que, comme le CRIF, vous dites c'est une bonne décision? Oui, comme le CRIF, je dis c'est une bonne décision. Je dirais que Donald Trump n'est pas uniquement derrière les sionistes chrétiens, comme vous les appelez, mais il est aussi derrière beaucoup d'Américains qui soutiennent Israël. Il ne faut pas l'oublier. C'est le pays où probablement aussi, parce que la presse a une approche d'Israël différente, ce pays soutient Israël depuis des années et des années. Mais ça ne les a pas empêchés, notamment en argent, d'en donner beaucoup, beaucoup aux Palestiniens qui n'utilisent pas cet argent comme le souhaiteraient les électeurs américains jusqu'à présent. Donc ce n'est pas aussi simple que de dire il n'y a personne derrière lui et puis tout va bien. Non, il y a aux États-Unis un débat là-dessus et même les Juifs américains qui sont généralement plutôt démocrates, en majorité, 60-70% aux élections présidentielles, là, soutiennent Donald Trump. Alors, il faut quand même... Oui, c'est-à-dire que ça nous a pris de court, nous, tous en Europe, mais finalement, c'est une décision soutenue par les Américains. Gilbert Roger, comment vous voyez cette décision? Une décision catastrophique, comme la plupart de la communauté internationale? Moi, je ne prends pas l'expression « je regrette », je dirais « je condamne ». Et je condamne pourquoi? Je condamne parce que... on le voit bien, il n'y a pas de processus de paix qui est vraiment enclenché et ce qu'on a appelé Oslo se délite. Pour vous, il lance là, mais il n'a pas de plan derrière. Et Trump, il est président de la première puissance mondiale. D'ailleurs, je pars demain matin puisqu'on a un forum transatlantique avec les spécialistes de haut niveau, notamment militaires et d'affaires étrangères, sur les questions du Moyen-Orient et de la Corée. Il met le feu aux poudres. Et nous, les citoyens européens, les citoyens de France, nous essayons de faire qu'on trouve des solutions dans lesquelles à la fois Israël et l'État de Palestine puissent vivre côte à côte en sécurité et en respect des uns et des autres. Alors on va poursuivre. Et donc, ça n'est pas bon. Et je vais dire, dans le petit message qu'a fait le CRIF, moi, il y a une photo qui ne me plaît pas, par exemple. C'est la photo où on voit le dôme Al-Aqsa avec le drapeau d'Israël. Si on veut faire comprendre à une partie de la population qui vit en Israël et qui est de nationalité israélienne, mais de confession musulmane, qui a une sorte de volonté d'aller vers une annexion, il n'y a pas meilleur moyen et meilleur message. Et puis que tous les chrétiens, tous, aient condamné cela parce qu'ils ne sont pas tranquilles eux-mêmes, parce qu'ils revendiquent eux aussi le droit à la sainteté à l'intérieur de l'espace de Jérusalem. Tout ça est pas de bon signe. On n'avait pas besoin de se rajouter ça. On a assez de la crise avec la Corée. De toute façon, d'un point de vue franco-français, les seuls qui ont salué cette décision furent à la fois l'organisation du CRIF et des voix de l'extrême droite française. Une tendance histoire. Ça, c'est un rapprochement qui est assez osé. C'est pas un rapprochement, c'est un constat. Il n'y a aucune connivence entre le CRIF et l'extrême droite française. Je ne parle pas de connivence, je vous parle de faits. Et les faits font que des voix de l'extrême droite française, le Front National, ont salué cette décision, l'ont soutenue, ainsi que le CRIF. Et donc, il y a là un phénomène que certains politistes ont souligné, une tendance de rapprochement, effectivement, qui se dessine. On va poursuivre la discussion. Je voudrais d'abord qu'on écoute quelques réactions internationales du jour, parce qu'évidemment, il y a une avalanche de réactions depuis 24 heures. Je ne partage pas
cette décision et que je la désapprouve. Parce qu'elle contrevient au droit international, elle contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes pensées vont à Jérusalem. Je ne peux taire ma profonde inquiétude sur la situation qui s'est créée ces derniers jours. Et j'adresse un vibrant appel pour que tous s'engagent à respecter le statu quo de la ville en conformité avec les résolutions pertinentes de l'ONU. Nous considérons que le futur de Jérusalem devrait être décidé dans le cadre d'un accord négocié entre Israël et les Palestiniens et dans le cadre d'une solution à 2 États, à laquelle nous travaillons tous. Et je dois dire que je trouve cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et les déplacements des ambassades, tout cela n'est pas utile dans le contexte actuel. Alors, on l'entend, tout le monde est inquiet. Moi, j'ai une question ce soir, peut-être un peu provocante. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que finalement, puisqu'on voit que le processus de paix était au point mort depuis des années, est-ce que peut-être cette décision très radicale ne pourrait pas faire bouger les lignes ? Serge Aschenberg, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre question n'est pas provocante. La réponse est dans la question. Ça fait des années que ça ne bouge pas. Il y a eu les 3 noms de Khartoum. Il y a eu qui a bloqué la situation pendant des années. Ça fait 5 ans que Mahmoud Abbas refuse d'aller négocier avec les Israéliens. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Des attentats, il y en a tous les jours. Encore un jeune soldat de 19 ans a été poignardé la semaine dernière. Faut arrêter. Et c'était avant la déclaration de Trump. Donc vous avez espoir que cela fasse bouger les lignes. Arrêtez de dire que Trump est en train de tout bouleverser et que ça va aller mal grâce à lui ou à cause de lui. Moi, je dirais que j'ai été à l'initiative ici au Sénat et de fait, du coup, à l'Assemblée nationale sur la résolution invitant le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine, comme j'ai dit, aux côtés d'Israël. Le président Hollande et le gouvernement sortant n'ont pas souhaité le faire parce que, par respect avec la discussion avec le Premier ministre Netanyahou, il voulait que par une conférence internationale, les choses se fassent. D'ailleurs, la conférence a eu lieu à Paris et elle est morte immédiatement. Elle est née et elle est morte immédiatement. Ça nous a montré. Donc je dirais qu'un des processus qui devrait permettre au contraire d'aller vers la paix, c'est une reconnaissance immédiate de l'État de Palestine par la France, qui est pays des droits de l'homme, et qui permettrait ainsi de lancer un vrai débat pour arriver à faire que les uns et les autres soient à la table de la négociation pour se respecter, se reconnaître et laisser tomber les armes. Sauf que ça n'arrive pas. Est-ce que oui ou non reconnaître l'État de Palestine, c'est un peu comme là, il suffit que le président de la République prennent sa plume et le fassent. Oui, sauf que ceux qui saluent aujourd'hui cette décision unilatérale condamnaient cette perspective parce qu'elle aurait été unilatérale. C'est très piquant comme observation. Oui. Mais mis à part est-ce que ça peut faire bouger les lignes ? Est-ce qu'on peut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ? Ce n'est pas une situation qui répond... Enfin, il n'y a pas de remise en cause des données structurelles. Les données structurelles, elles datent notamment... Parce que tout le monde se réfère au droit international, mais on ne sait plus de quoi on parle. La situation actuellement, c'est une situation d'occupation, d'annexion et de colonisation de Jérusalem-Est. C'est ça qui est condamné par les fameuses résolutions de l'ONU dont on ne cite plus le contenu. Donc, il y a une situation de violation du droit international. La perspective de 2 États suppose la remise en cause de cette situation de violation du droit international. Est-ce que le gouvernement israélien est prêt à le faire ? Pas du tout. Enfin, c'est pas encore une fois une position parce que, tout simplement, il y a une position très claire du côté israélien, c'est que, finalement, Jérusalem unifiée, représente la capitale une et indivisible, éternelle, pour reprendre l'expression de la loi de 1980. Paris n'est pas une et indivisible. Non, mais sauf que Paris n'est pas une et unifiée. Oui, mais Paris est la capitale de la Jérusalem, France. Capitale d'Israël. Pourquoi Israël n'aurait pas le droit d'avoir une capitale une et indivisible et unifiée? Israël serait le seul pays démocratique à ne pas avoir le droit. Mais s'il y a une capitale qui est Tel Aviv, du point de vue du droit international... Dites-moi pourquoi
pourquoi Jérusalem devrait être divisée? Parce que officiellement c'est Tel Aviv, alors que Jérusalem est la capitale, selon vous, sur des fondements bibliques. Les Palestiniens ont-ils refusé, ont-ils accepté ce statut depuis 1947? Il y a un statut particulier. Ils ont refusé le partage. Eu égard au droit aussi des religions. Ils ont mené des actes terroristes sans arrêt. Et vous me parlez de droit international? Parlez-moi du monde catholique. Et le monde catholique, et le monde catholique et les chrétiens. Combien il reste de catholiques à Bethléem? De moins en moins. Et pourquoi? Sur Jérusalem. Qui occupe Bethléem aujourd'hui? Pas du tout. Qui dirige Bethléem? C'est pas Israël. Mais non. Et pourtant les catholiques s'en vont. Les chrétiens partent. Non, à chaque fois que je vais à Jérusalem et que je vais à Bethléem, ce ne sont pas les chrétiens ou les catholiques qui donnent une difficulté de leur relation avec les Palestiniens. Ils ont énormément d'inquiétudes avec les Israéliens qui essayent au fur et à mesure d'empiéter même sur les lieux des catholiques et des chrétiens. Soufiane Al-Sabag, est-ce que finalement Donald Trump ne discrédite pas la parole américaine alors que les États-Unis ont toujours été un médiateur fondamental dans le processus de paix? Il n'y a aucune... la question n'appelle pas de réponse, c'est-à-dire que c'est le programme de Donald Trump de dire l'Amérique d'abord. Depuis des années, l'Amérique sert de médiateur dans le conflit israélo-palestinien. De fait, l'Amérique, aujourd'hui avec Trump, prend un côté sur l'autre. C'est très clair, c'est un programme qui est établi, qui répond, et c'est vrai, à des enjeux électoraux, des promesses de campagne, très bien. Mais en faisant ça, l'Amérique est sortie du jeu, de facto. Et au fond, Donald Trump, c'est tout ce qu'il souhaite, parce qu'il a dit l'Amérique d'abord. Donc le fait de dire, je prends un côté, on met l'Amérique en retrait dans le débat, et c'est très très bien comme ça, parce que Trump peut rentrer à la maison et dire, regardez, moi je m'occupe de l'Amérique, de toute façon ça ne nous intéresse pas, tout ce qui se passe à Jérusalem, etc. Ok, j'ai besoin des financements pour les campagnes, et ça on le sait, mais ok. Voilà le signal qui est envoyé par Trump. Et depuis 24 heures, on assiste en tout cas à de violentes manifestations à Ramallah, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza. Dès hier soir, le Hamas appelait à une nouvelle intifada. Écoutez. Le soulèvement qui a été lancé hier se poursuivra aujourd'hui. Je veux qu'il se poursuive et se renforce pour que l'occupation apprenne et pour que Trump sache qu'il va beaucoup regretter cette décision. Et j'ajoute que dans les manifestations auxquelles on a assisté à Gaza notamment, on a vu des slogans « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Gilbert Roger, comment on explique une réaction aussi violente face à la décision finalement qui ne reste que la décision d'un homme, de Donald Trump, certes, mais... La situation de Gaza est très compliquée. On sait que c'est... une bande qui est complètement fermée à l'extérieur. À Ramallah, c'est pareil, on a vu les mêmes slogans. Oui, mais on sur parle de Gaza, je recevais ce matin Médecins du Monde qui nous donnait des détails très précis sur la façon dont ils sont même interdits d'emmener des médicaments et des matériels de soins à l'intérieur de la bande de Gaza parce que les autorités israéliennes ne leur permettent même pas de le faire. Donc la tension est extrêmement lourde. Alors il y avait un petit rapprochement qui était en train de se faire, Hamas-Fatah. Beaucoup y travaillaient. Ici au Sénat, on a essayé d'apporter notre pierre à cela. C'est mis à mal. Parce qu'effectivement, des extrémistes de tout poil qu'on peut avoir chez les uns et chez les autres trouve toute la bonne brassée pour justement repartir de plus belle. Voilà, il met le feu. On parle beaucoup de la décision de Donald Trump comme une décision irresponsable. Est-ce que c'est pas tout aussi irresponsable, voire plus irresponsable encore, d'appeler à une nouvelle intifada ? Et de descendre dans la rue et de dire mort à l'Amérique, mort à Israël. C'est le genre de réaction d'une entité qui n'a pas vraiment les moyens de ses déclarations. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où les Palestiniens sont dans un rapport de force largement défavorable face à la puissance israélienne, qui est quand même la première puissance régionale sur le plan militaire, et qui est dans une position de force aussi politiquement, puisqu'il faut rappeler le contexte, effectivement, de rapprochement interne, mais aussi de rapprochement régional entre Israël et l'Arabie Saoudite, par exemple. Mais l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, se retrouve dans une situation très difficile. Comment justifier un rapprochement avec Israël alors que
finalement, les Israéliens saluent une décision qui vient consacrer Jérusalem comme capitale de l'État. Donc il y a une conséquence sur la reconfiguration qui se dessinait dans la région. Et finalement, ce sont c'est cette reconfiguration aussi géopolitique qui est affectée par la position de Donald Trump. Mais au-delà, tout cela n'est pas véritablement révolutionnaire. Les données structurelles demeurent. Il y a une situation, vous l'avez rappelé, de crise humanitaire à Gaza, qui n'est pas occupée, mais qui est liée à la mauvaise gestion du Hamas. Mais non, il y a un blocus. Un blocus oui, le blocus n'est pas qui est partagé entre Israël et l'Égypte. Oui, bien sûr, qu'il allie les Israéliens de la région. Le point aujourd'hui, c'est que les Tchèques ont décidé également de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem-Ouest. Mais à Jérusalem-Ouest. Vous savez, c'est une ville unie. Ouest et Est, ça n'existe pas. Pas du tout. Il n'y a pas Nord et Sud. Non, il y a des murs quand même que vous montez. Quel mur? Oui. Moi, je monte rien, monsieur. Moi, je monte rien. Je suis un électeur qui peut être amené à voter pour vous. Le Premier ministre israélien, en tout cas, immédiatement réagit à cette annonce, évidemment. Il s'en est réjoui. Décision historique, dit Benyamin Netanyahou, qui est persuadé que d'autres pays suivront cette décision américaine. Écoutez. Le président Trump est entré à jamais dans l'histoire de notre capitale. Son nom sera maintenant fièrement présent avec d'autres noms dans l'histoire glorieuse de la ville. Serge Ajdenberg, est-ce que finalement Donald Trump rend vraiment service aux Israéliens en déplaçant et en reconnaissant Jérusalem comme capitale? Est-ce que ce n'est pas eux qui vont subir les premières violences? Je vous propose qu'on en reparle dans un an. Vous-même, vous avez des doutes? Je n'ai pas de doute, j'en sais rien. Je vais vous dire, les réactions des Palestiniens sont tellement irrationnelles depuis des années, refusant les négociations, n'acceptant des négociations que si on dit avant le début des négociations, quel va être le résultat des négociations. Non, que la colonisation arrête. Non, mais arrêtez d'être... Non, il n'y a pas que la colonisation comme vous l'appelez. Non, ce que vous dites... Monsieur remet même en cause la notion de colonisation. Il n'y a pas de colonisation. Non, mais de dire que Jérusalem... Il n'y a pas de colonisation. Dites-le. Les négociations que vous voyez, il y a un problème. On ne parle pas de la même chose. Il n'y a pas de colonisation. Non, dire que... Il n'y a pas de colonisation. On parle de la même chose que je n'ai pas terminé ma phrase. Il y a des colonisations. Je veux dire, avant de débuter, ils veulent que les Israéliens disent que Jérusalem sera la capitale des deux États. Le deuxième État n'est pas encore fondé. Et Israël veut une ville unifiée, comme le voudrait chaque grand pays du monde indépendant. C'est sa capitale depuis 3000 ans. C'est un langage biblique qui n'a aucune assise rationnelle. Vous parlez de rationalité. Vous m'excuserez. Vous m'excuserez. Les messages bibliques. Oui, c'est un discours on va dire aussi que les messages du prophète sont pas rationnels non plus. L'extrême droite israélienne. Juste un élément, comme vous essayez de. Je trouve que c'est pas très glorieux pour Israël de voir son nom associé à Donald Trump. Mais en même temps, il y a quand même une rationalité politique. Le gouvernement israélien en place aujourd'hui, c'est quand même le plus à droite de l'histoire du pays. Il y a à la fois les orthodoxes religieux, l'extrême droite et les nationalistes de Netanyahou. De l'autre, ils ont Donald Trump, qui lui-même, l'incarnation de l'Amérique blanche, comme il se revendique, est soutenu par une extrême droite. Donc là, il y a une logique politique de rapprochement de cet axe Netanyahou. Trump, qui n'est pas très glorieuse pour le coup, pour un État qui se dit le plus démocratique de la région. S'il y a un gouvernement très à droite aujourd'hui en Israël, c'est aussi de la faute des Palestiniens. Ah, très bon, refusant. C'est mon point de vue. C'est très intéressant. Parce que si les Palestiniens refusent sans arrêt d'aller à des négociations, et ça depuis la presse. Je voudrais entendre Soufiane El-Sabah sur les relations. Laissez-moi au moins le penser. Si les Palestiniens le refusent, que les attentats continuent, qu'il n'y a pas de négociation, ne vous étonnez pas que les Israéliens votent pour celui auquel ils pensent pour être le meilleur dans ces conditions. Soufiane El-Sabah, est-ce qu'on connaît les relations entre Benyamin Netanyahou et Donald Trump? Ils sont proches. On va laisser parler Soufiane El-Sabah. Elles sont au beau fixe, étant donné que Benyamin Netanyahou, pendant 8 ans du mandat de Barack Obama, était tout à fait malheureux, misérable, de ne pas pouvoir faire avancer la moindre de ses propositions auprès du président américain. Et là, c'est une aubaine formidable pour Benyamin Netanyahou. Exactement. Et là, c'est une aubaine formidable pour Benyamin Netanyahou qui a rongé son frein pendant 8 ans et qui, encore une fois, je crois que c'est
Bon, la situation est ce qu'elle est. C'est totalement indisputable de dire qu'il y a un agenda politique qui est partagé d'une part par le Parti républicain et d'autre part par la droite israélienne au pouvoir, qui est de faire avancer au maximum la cause israélienne. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est... Mais il faut être plus précis, la cause israélienne... Et on s'entend, je crois que le terme que vous avez utilisé est tout à fait le militaire, colonisation... Que vous prononcez, vous les avez prononcés, on les entend à la télévision. C'est des notions qui sont consacrées et condamnées par le droit international. Mais on a l'impression que c'est tellement intégré dans les esprits qu'on ne s'en réfère plus. Il y a une colonisation, absolument, mais c'est indiscutable. Mais je crois qu'on n'en est même plus à ce stade-là. La preuve, monsieur n'ose même pas le reconnaître. On ne veut pas reconnaître quoi? Les partis présents sont tellement irrationnels. Il y a une situation dans la région c'est un blocage psychologique qui est lié, très intéressant. Mais je vous en prie, qui est lié au fait que les Palestiniens refusent toute négociation, et plus longtemps ils refuseront des négociations. Plus longtemps, il y aura de la colonisation. Mais oui, mais écoutez... C'est très intéressant comme mécanisme. Mais écoutez, c'est un mécanisme... Mais vous le voyez tous les jours, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Comme vous le faites. Non. Je pense que vous le faites. Vous aimeriez donc que les Israéliens finissent par... J'aimerais que les Palestiniens s'en soient en face des Israéliens... aillent faire de l'apartheid. Parce que le mur, il est tellement grand. Pas des mots comme même ça. Mais écoutez, il y a des centaines de milliers de touristes français qui vont en Israël chaque année et qui voient qu'il n'y a pas d'apartheid là-bas. Oui, mais il y en a qui allaient aussi en Afrique du Sud sans problème. Non, aucun sens. C'est comme ça que les gens ne se parlent plus, monsieur. Les gens ne se parlent pas parce qu'à un moment donné, il y a quand même... Israël ne veut pas aller à la table de la négociation. Et même la dernière initiative française, on aurait pu s'en réjouir. D'ailleurs, ici au Sénat, tout le monde avait dit, toute formation politique, on avait tous dit, banco, on met de côté la résolution Gilbert-Roger, on est pour... sauf que Israël n'est pas venu. Par principe, n'a pas voulu. On va devoir s'arrêter là. Quelques secondes. Un dernier mot. Non, une invitation. Et ensuite, j'étais pas au gouvernement. Monsieur Roger, juste un mot pour dire qu'historiquement et factuellement, John Kerry, secrétaire d'État américain, a reconnu la responsabilité première des Israéliens dans la rupture des négociations en vue du processus de paix. Il a été humilié comme Barack Obama par le gouvernement israélien, par le refus de toute négociation et par la continuité de la politique de colonisation. Ce sont des faits historiques. Après, vous croyez ce que vous voulez, c'est votre problème. 5 secondes, Serge Hardenberg. Aussi, je vois. Parce que je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord ce soir, en tout cas ici, sur... On va s'arrêter là. Un point, sur le fait que chacune des parties est à l'origine de la non-présentation à des négociations, de ne pas vouloir venir à des négociations. Et on va s'arrêter là. C'est les Israéliens, moi je vous dis que c'est les Palestiniens. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Marie-Virginie Klein à Arnaud Benedetti. On va revenir sur la difficile gestion des hommages aux deux grandes figures qui nous ont quittés cette semaine, Jean d'Ormesson, puis Johnny Hallyday. Avant d'en discuter, voyez le programme avec Audrey Vuettaz. 2 hommes, 2 icônes disparues, mais 2 hommages différents. Il sera national pour Jean d'Ormesson, populaire pour Johnny Hallyday. La mémoire de l'académicien devrait être saluée demain à l'Hôtel des Invalides lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. L'heure et le déroulé n'ont pas encore été précisés, mais selon toute vraisemblance, l'hommage devrait ressembler à celui rendu à une autre académicienne, Simone Veil. C'était en juillet dernier. L'hommage national obéit à plusieurs codes. Il se déroule aux Invalides ou au Panthéon. Le cercueil est recouvert d'un drapeau tricolore. L'événement publié au journal officiel. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a envisagé cet hommage pour l'idole des jeunes, mais le clan Hallyday aurait refusé tant de solennité. La mémoire de la rockstar sera donc honorée en présence de ses fans sur la plus belle avenue du monde. Le convoi funéraire partira samedi matin de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Les musiciens de Johnny Hallyday joueront pour accompagner le cortège. Le président sera présent pour saluer celui qu'il qualifie de héros français. Le président de la République prendra brièvement la parole pendant la cérémonie. Le chanteur devrait aussi être honoré par la ville de Paris. Merci Johnny sera projeté jusqu'à dimanche soir sur la Tour Eiffel.
Avec nous pour ce match des idées, Marie-Virginie Klein, bonsoir, conseillère en communication au cabinet Tilder, Arnaud Benedetti, professeur en histoire de la communication à la Sorbonne et auteur de ce livre, La fin de la com. Merci à tous les deux. Hommage national pour Jean d'Ormesson, populaire pour Johnny Hallyday. Pour vous, un bon équilibre a été trouvé, Arnaud Benedetti ? D'abord, les sociétés ont besoin de commémoration et de se rassembler autour de figures qui soient fédératrices. Alors c'est vrai que ce sont deux figures fédératrices, Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday, même si Jean d'Ormesson n'a jamais caché son ancrage politique et toute sa carrière littéraire est quand même une carrière extrêmement engagée, mais c'était une icône médiatique dans laquelle de nombreuses Françaises et de nombreux Français se reconnaissaient. Quant à Johnny Hallyday, 60 ans ou 50 ans de carrière avec un public extrêmement diversifié qui appréciait son répertoire. Indéniablement, il s'agit de deux figures qui rassemblent. Et ça, c'est un point important. Mais alors, le problème de ces hommages, c'est qu'en effet, il faut toujours se méfier. Parce que d'abord, trop d'hommages finit par tuer l'hommage. Donc, il faut éviter la sursaturation en matière d'hommage. Et il y a un deuxième aspect qu'il faut éviter, c'est l'éventuel soupçon d'instrumentalisation politique dont ces hommages peuvent être l'objet. Donc ça, c'est un oui, parce qu'Emmanuel Macron sera présent aux deux. Il sera présent demain pour Jean d'Ormesson et samedi pour Johnny Hallyday. Et le troisième point, c'est la confusion. C'est en effet, vous avez une figure qui relève de la culture classique, littéraire, qui fait partie du grand patrimoine français, artistique et intellectuel. C'est Jean d'Ormesson, membre de l'Académie française, auteur de je ne sais combien de romans, une quarantaine de romans, donc qui s'inscrit dans cette grande tradition. Et puis vous avez à côté une figure qui est issue de la culture populaire, qui est la culture du rock, la culture de la variété. Donc comment on arrive à trouver un moyen terme en rendant un hommage autour de ces deux personnes, de ces deux personnalités, c'est un challenge. Et en effet, l'hommage national au grand écrivain, l'hommage populaire à l'idole des jeunes et des moins jeunes, ça semble en tout cas un assez bon équilibre. Moi, je trouve que Emmanuel Macron s'en est très bien tiré. C'est vrai que c'était compliqué de savoir hommage populaire, hommage national, etc. Parce que ces deux personnalités sont mortes la même semaine. Mais finalement, il a réussi, en termes de communication, j'entends, à tirer parti de cette contradiction et à exploiter deux palettes très complémentaires de sa personnalité. C'est-à-dire qu'à travers l'hommage national, il a lui-même valorisé son état d'homme de lettres, de philosophe, même dans la façon, dans le tweet qu'il a fait, il l'a qualifié, je crois, Jean d'Ormesson, de prince des lettres. Il a fait un hommage très philosophique. Et d'un autre côté, il l'utilise pas, mais il profite de cette complémentarité avec Johnny Hallyday pour montrer sa proximité avec les Français, pour en faire un événement de ferveur populaire et montrer toute sa palette populaire lui-même, parce qu'on sait que c'est un angle de communication qu'il a travaillé, spontané, etc. Et donc, moi, je trouve qu'il a bien réussi cette complémentarité, alors qu'au départ, l'exercice était difficile. Il y a un autre sujet qui est relativement passé inaperçu hier, c'est la visite éclair d'Emmanuel Macron à Alger. Après avoir déposé une gerbe au monument des martyrs de la guerre d'Algérie, le chef de l'État est allé à la rencontre des habitants, au contact, comme il le fait assez souvent, et il a été interpellé par un jeune homme, un homme de 25 ans. Le détail est important. Écoutez pourquoi. Je sais. Colonial vis-à-vis d'Alger. Ce qui s'est passé durant... Ça fait longtemps qu'elle l'a assumé. Mais c'est pas, on va dire, qu'elle évite un petit peu le... Mais qui évite quoi? Moi, j'évite quelque chose. J'évite de venir vous voir. J'évite de dire ce qui s'est passé. Mais il s'est passé des choses, comme j'ai dit. Il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici. Il y a des gens, il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses. Il y en a qui ont fait des choses atroces. On a cette histoire entre nous. Mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Non, vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Monsieur. Et on le sent agacé, Emmanuel Macron. Est-ce que cette séquence peut suffire à faire passer l'épisode crime contre l'humanité? Parce que c'est clairement cela dont il est question. Alors c'est un sujet, c'est de la nitroglycérine mémorielle, l'histoire de la France en Algérie. Non, mais parce que je veux dire, il a concilié des mémoires qui sont extrêmement antagonistes. Vous avez la mémoire des Français d'Algérie. Vous avez la mémoire des Harkis, qui sont à peu près des mémoires similaires et qui ont une relation à l'Algérie qui est une relation encore extrêmement vive du fait des traumatismes qu'ils ont vécus. Et que
indéniablement, Emmanuel Macron a blessé lors de sa campagne électorale en évoquant le passé de crimes contre l'humanité. Là, il dit plus crimes contre l'humanité. Il dit il y a des Français qui ont fait des choses atroces. C'est pas du tout la même chose. Et il dit il y a des Français qui ont fait de belles choses. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi de sa déclaration. Il essaye de rééquilibrer. Alors, le problème est de savoir si le « en même temps » qui est le sien va permettre de faire tenir ces mémoires qui sont extrêmement antagonistes. Et il a également dit, je crois, lors de son voyage en Algérie, il a donné une interview à un site, et il a dit il y a eu quand même des crimes contre l'humanité. Il ne revient pas sur ces déclarations, mais il dit il est hors de question de faire repentance. Il est face à une contradiction, c'est-à-dire comment, encore une fois, permettre à ces mémoires de cohabiter et d'éviter la conflictualité entre ces mémoires. Mais il a trouvé la parade, il dit projetez-vous vers l'avenir. La difficulté, c'est qu'il trouve la parade en disant projetez-vous vers l'avenir, mais indéniablement aujourd'hui, le passé de cette histoire-là est encore tellement vif dans la mémoire collective française qu'il est, disons, quelque part confronté à un exercice d'équilibrisme qui risque de ne contenter ni les uns ni les autres, et c'est la difficulté à laquelle il est confronté sur cette question, qui est la question de la France en Algérie. Je vous rejoins dans votre idée de dire qu'il essaye de passer à autre chose. En effet, on le comprend, de vouloir tourner la page du passé. Il veut d'abord tourner la page de ce qu'il a dit. Et moi, je trouve que cette séquence montre bien qu'il le regrette et qu'il considère lui-même que c'est une gaffe, parce que sinon, il n'aurait pas répondu de cette façon à ce jeune homme de 26 ans qu'il a interpellé dans la foule. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est ce bain de foule en lui-même. Donc, au-delà de l'altercation, ce qu'il a voulu montrer à travers ce bain de foule, je crois que c'est une des premières choses qu'il a faites en sortant de l'avion. Il a pris ce bain de foule justement pour être au contact de la population, et puis juste après, il a, je crois, déjeuné avec une série de représentants de la société civile et notamment des écrivains, je crois, qui ont des positions un petit peu violentes contre le régime algérien. Ce qu'il essaye de faire, justement, c'est de dire que c'est pas une visite d'État. C'est pas une visite d'État. On passe à autre chose, dans une nouvelle ère, et on est dans une visite de contact avec la population. Et ça aussi, c'est une autre façon qu'il a de montrer qu'il faut projeter l'avenir. Quelle autre solution a-t-il après le débat qu'il a provoqué? On savait tous que ce sujet allait revenir sur le devant de la scène. Là, il prend le parti d'aller plus loin, et d'une certaine façon, je trouve que ça fonctionne. En tout cas, dans la séquence qu'on vient de voir. Dans cette séquence, moi, il y a autre chose qui me frappe, ce sont les mots qu'il emploie, relativement familiers. Je le cite, qu'est-ce que vous m'embrouillez avec ça? Il a de manière récurrente, comme ça, des mots qui ressortent. Très souvent, il a un langage assez... Alors, c'est étonnant, d'ailleurs, de la part d'Emmanuel Macron. Non, mais Emmanuel Macron qui a une communication extrêmement contrôlée, extrêmement maîtrisée. Lorsqu'il se retrouve dans une situation de face-à-face, c'est-à-dire de rencontre avec les gens de la rue, où qu'il soit, il a une tendance à utiliser un langage qui est un peu plus populaire, un peu plus spontané, un peu, je dirais, un peu sémantiquement un peu proche en effet de Nicolas Sarkozy. Mais je crois que c'est volontaire de sa part, c'est-à-dire qu'il essaye. Ça aussi, c'est maîtrisé. Il essaye de communiquer avec deux leviers. Un levier qui est un levier de distance, où il donne de la solennité, encore une fois, à la fonction présidentielle, dont il considère qu'elle a été particulièrement abîmée par ses prédécesseurs, et notamment son prédécesseur. Et puis, en même temps, il essaye de contrebalancer cette distance par une relation de spontanéité, de proximité avec ces visites qui sont organisées en direction d'une foule qui, dans la rue, l'attend. Et en effet, il s'exprime de manière assez libérée lorsqu'il est dans ce type de situation. C'est maîtrisé, ça? Qu'est-ce que vous m'embrouillez là? C'est maîtrisé? Alors, je dirais pas que c'est maîtrisé jusqu'au terme de qu'est-ce que vous m'embrouillez là, parce que là, en tout cas, ça serait très difficile, voilà. Oui. Mais par contre, il le fait souvent, ce petit type d'aparté, et alors qu'à chaque fois, ça crée un petit trouble médiatique, il continue à le faire parce que justement, il pense que c'est payant, notamment pour aller contre le reproche qu'on lui fait souvent d'être très jupitérien et de tout contrôler et de ne pas être au contact réel avec les Français. Et puis pour travailler aussi cette lacune d'image énorme de président de tous les Français et pas uniquement des CSP, des classes supérieures, etc. Et là, dans ce type d'altercation, moi je le trouve plutôt à l'aise. Il est à l'aise avec son corps, il est à l'aise. Alors il dit qu'est-ce que vous m'embrouillez? Je pense pas que ce soit le terme le plus adapté qu'il ait pu utiliser. Et d'ailleurs, on en
en parle, voilà, et à juste titre. Mais il sait qu'il a y gagné en montrant qu'il n'a pas peur. Parce que moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au contact, qui y va, et je trouve qu'il est bon dans cet exercice. Donc oui, pas contrôlé jusqu'aux mots qu'il utilise, mais il sait qu'il y gagne à faire ce type d'exercice. Et il ne va pas aller faire les gaffes que faisait Sarkozy avec le Karcher à l'époque. Et je suis sûre qu'il y en aura d'autres, des séquences qu'on commentera. Dernier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est la une de Time Magazine qui a consacré comme personnalité de l'année ces femmes qui ont brisé le silence sur les violences sexuelles, celles qui ont révélé l'affaire Weinstein, le mouvement #MeToo sur Twitter, les États-Unis qui ont comme président Trump, je le rappelle, très connu tout de même pour ses propos assez misogynes. C'est un bon coup médiatique, Arnaud Benedetti? Pour le Time? Dans l'absolu, oui, pour le Time, évidemment. Ça correspond en tout cas à une séquence de l'actualité extrêmement forte. Donc le Time est un journal. Le Time, je dis, c'est s'imprégner de l'actualité. Donc indéniablement, il y a là la volonté de coller à ce qui actuellement, je dis, est en train d'émerger sur l'ensemble de la planète. Alors, est-ce que c'est un coup par rapport à Trump? On peut penser quand même qu'il y a derrière cela un petit coup de pied de l'âne qui est lancé au président des États-Unis, dont on connaît, et vous l'avez rappelé, un certain nombre de propos. Lui-même avait fait en effet la une. C'était la Person of the Year de l'an dernier. C'était la personnalité de l'année dernière. C'était la personnalité de l'an dernier. Donc là, il est deuxième dans le classement, il est juste après. On est dans le comble de l'ironie. On est dans le comble de l'ironie. Juste pour rappel, le critère pour être Person of the Year au Time, c'est d'avoir été opérateur d'un changement historique. Hitler a été la Person of the Year. L'an passé, c'est pas forcément positif. Non, ça peut être pour le pire comme pour le meilleur. Donc là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt pour le meilleur. Même si la question, moi, que je me pose quand je vois cette une, c'est plutôt... est-ce que vraiment, il est déjà temps de mettre ces femmes en une du Time? Parce que est-ce que le changement a vraiment opéré? Le rédacteur en chef le dit, il justifie sa décision en expliquant que ces femmes et ces hommes ont déclenché, je cite, un des changements les plus rapides de notre culture depuis les années 60. Alors, oui, je suis d'accord. Simplement, pour l'instant, donc ça fait quelques semaines que le changement a eu lieu. Donc, la personne de l'année, c'est plutôt la personne du mois passé, les personnes du mois passé. Ça a créé tout le mouvement qu'on connaît. En revanche, est-ce que vraiment les pratiques culturelles ont déjà changé? Est-ce qu'il y a eu une forme de changement massif? Aux États-Unis, peut-être plus qu'en France. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus de noms donnés. Et en France, comme on est très prudent avec toutes les pratiques de délation et qu'il n'y a personne de mieux placé que la justice pour le faire, ça a été plutôt un dénoncement des pratiques, des coutumes et de la culture du harassment sexuel. En revanche, pour moi... Je suis très contente, moi-même, en tant que femme, etc., je suis très contente que ce soit elle qui fasse la une, mais peut-être un peu prématuré. Oui. Arnaud Benedetti. C'est extrêmement difficile, parce que vous savez, ce que disait Camus, le journaliste est l'historien de l'instant. C'est-à-dire que c'est une photographie de l'instant à un moment donné. Il est extrêmement compliqué de mesurer les effets sur le moyen terme et sur le long terme de ce moment que l'on est en train de connaître. Donc il faut quand même encore raison garder un peu de la distance pour analyser exactement ce qui adviendra de cette présupposée révolution. Je crois qu'encore, nous n'avons pas le recul suffisant pour voir si véritablement les choses vont changer, mais indéniablement, en tout cas, dans le moment, il s'agit de quelque chose d'important. Et je remarque au passage qu'Angela Merkel a salué ce choix, et il me semble, pas à ma connaissance, en tout cas, Emmanuel Macron. C'est étonnant, mais peut-être qu'il le fera dans les heures ou les jours qui viennent. Oui, merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain à partir de 10h45 sur Public Sénat pour une émission spéciale autour de l'hommage national rendu à Jean d'Ormesson. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info demain matin. Il s'agit de Guillaume Balas, député européen, membre du mouvement Génération. Passez une belle soirée. Restez au cœur du débat demain.